Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires cachées des grandes célébrités. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante, mais aussi tourmentée, d'une icône intemporelle, Petula Clark. Derrière les refrains enjoués qui ont traversé les décennies, derrière l'image impeccable d'une star mondiale, se cache une histoire beaucoup plus complexe, marquée par la guerre, par des sacrifices intimes et par des amours brisés. Une histoire où la lumière des projecteurs projette aussi des ombres profondes. Une enfance volée par la guerre et les sirènes. Née le 15 novembre 1932 à Epsom, dans le Surrey, Petula Clark grandit au milieu des alertes aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a que 7 ans lorsque son pays déclare la guerre à l'Allemagne. Alors que les enfants de son âge s'habituent aux tickets de rationnement et aux masques à gaz, elle découvre une arme bien différente, sa brasse. Son père, Leslie Clark, voit immédiatement en elle un talent capable de redonner espoir à une nation meurtrie. À seulement 9 ans, elle est invitée par la BBC pour chanter devant les soldats. Ce soir-là, en 1942, au beau milieu d'un raid aérien, Petula improvise un chant a cappella. La salle retient son souffle, les soldats retrouvent un instant de réconfort, et la petite fille devient aussitôt le symbole d'une génération qui refuse de céder à la peur. Très vite, elle enchaîne plus de 500 émissions de radio pendant la guerre, chantant dans des abris anti-aériens, des hôpitaux militaires, des camps de soldats. La presse la surnomme la Shirley Temple britannique, mais derrière cette étiquette enfantine se cache déjà une artiste qui sait ce qu'elle donne et ce qu'elle perd. Car pendant que d'autres enfants rêvent d'école et de vacances, elle offre son enfance à une nation en détresse. Plus une carrière précoce, mais à quel prix? À la fin des années 40, alors que d'autres enfants stars disparaissent dans l'oubli, Petula Clark poursuit sa route. Elle enchaîne les rôles au cinéma, joue dans plus de 20 films, mais c'est dans la musique qu'elle trouvera sa véritable identité. En 1949, son premier enregistrement commercial ouvre la voie à une carrière fulgurante. Bientôt, ses chansons traversent les frontières et son talent pour les langues lui permet de chanter en français, en italien, en allemand. Déjà, la machine est lancée. Petula n'est plus une enfant prodige, mais une artiste adulte condamnée à vivre sous l'œil constant du public. Et c'est là que commence l'autre histoire, celle que les tabloïds ne voient pas toujours, l'histoire des blessures intimes. Malheur, l'amour brisé avec Mr. Piano, au milieu des années 50, Petula tombe amoureuse de Joe Mr. Piano Henderson, un pianiste élégant et charismatique. Ensemble, ils animent une émission de radio à succès. Leur complicité est évidente et les rumeurs de fiançailles enflent rapidement. Pour le public, tout semble écrit. La chanteuse adorée de la nation a enfin trouvé son prince. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. Tandis que la carrière de Petula décolle à une vitesse vertigineuse, celle de Joe stagne. Il avouera plus tard ne pas vouloir être réduit à Monsieur Petula Clark. L'orgueil blessé, la peur d'être éclipsé, le couple s'effondre en silence, loin des caméras. Pour Petula, cette rupture est une blessure invisible. Joe n'était pas seulement un amant, il était un partenaire artistique, un pilier de ses débuts. Leur séparation ne fit pas les gros titres, mais elle marqua profondément la chanteuse. De Mac, Claude Wolff, l'équilibre fragile entre famille et gloire. En 1957, Petula Clark rencontre Claude Wolff, un homme discret, cadre dans une maison de disques. Contrairement à Joe, Claude n'est pas musicien, mais il incarne la stabilité.
Il se marie en 1961, s'installe à Genève et fonde une famille avec 3 enfants. À première vue, tout semble parfait. Une carrière mondiale, un mariage solide, une maison en Suisse à l'abri du tumulte médiatique. Mais la réalité est plus ambivalente, car au moment même où elle devient mère, Petula connaît son apogée musical avec Downtown en 1964, un tube planétaire qui fait d'elle une star internationale. Alors que d'autres femmes de son époque se consacrent exclusivement à leur foyer, elle doit concilier vie de mère et carrière mondiale. Anniversaire manqué, été annulé, absence répétée. Ses enfants grandissent dans l'ombre de ses tournées. Elle avouera plus tard, non sans culpabilité, « Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère, mais je me demande parfois ce que cela leur a coûté. » Dürer, une star mondiale, une femme insaisissable. Dans les années 60, Petula devient l'une des chanteuses les plus reconnues au monde. En France, elle enchaîne les succès avec des titres comme « Chariot » ou « Cœur blessé ». À Paris, elle fréquente Aznavour et Gainsbourg, mais refuse de jouer le jeu des stars. Elle protège jalousement sa vie privée, comme pour compenser l'enfance qu'on lui a volée. Elle choisit Genève, non pas pour se retirer, mais pour respirer. Car derrière la façade brillante de la fille en or de la Grande-Bretagne, il y a une femme qui sait que chaque triomphe a son prix. Les projecteurs la nourrissent, mais l'éloignent aussi de sa famille et de ses repères. Brututto, l'ombre derrière la lumière, aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark est saluée comme une légende. Elle a survécu aux modes, aux guerres, aux critiques, et ses chansons résonnent encore comme un écho d'espoir. Mais quand on regarde de près, son histoire raconte bien plus que des succès musicaux. C'est l'histoire d'une enfance sacrifiée pour une nation, d'un amour perdu à cause de la célébrité, d'une maternité vécue à distance, et d'une femme qui a toujours choisi la scène, même quand son cœur réclamait le foyer. Petula Clark nous rappelle une vérité que peu osent avouer dans le monde du spectacle. Plus la lumière brille, plus l'ombre qu'elle projette est longue. L'exil choisi, la Suisse comme refuge. Au sommet de sa gloire, Clark prit une décision qui surprit ses fans, s'installer en Suisse. Loin d'être un caprice, ce choix représentait une véritable stratégie de survie. Là-bas, au bord du lac Léman, elle trouvait enfin ce que la célébrité lui avait volé, le contrôle de son temps, la possibilité d'élever ses filles sans l'intrusion constante des paparazzis, et surtout, le droit de redevenir une femme anonyme dans la foule. Chaque week-end, elle se retirait dans son chalet alpin, protégée par la montagne et le silence. Aucun photographe ne l'attendait à la sortie, aucun tabloïd ne transformait ses gestes du quotidien en scoops racoleurs. Dans cet isolement choisi, elle façonnait une carrière affranchie des attentes du public anglophone et des classements. Elle chantait en italien, en allemand, en espagnol, sillonnant l'Europe avec une liberté créative rare. Le prix de la gloire, sacrifice intime et regret. Mais cette tranquillité n'était qu'un chapitre tardif dans une vie marquée par des renoncements. Les tournées incessantes, les nuits blanches en studio, les rendez-vous manqués avec ses enfants Barbara et Catherine, autant de cicatrices invisibles que Clark a fini par confesser. « J'ai fait de mon mieux », dira-t-elle un jour avec une voix brisée, consciente que ce mieux signifiait souvent aimer de loin, à travers un coup de téléphone ou un cadeau laissé dans une chambre d'hôtel. Derrière l'éclat des projecteurs, une mère absente se reprochait ses choix, et une femme comptait ses instants perdus. Du pop éphémère au théâtre éternel,
lorsque les succès pop commencèrent à s'essouffler, Clarke se tourna vers le théâtre musical, et là, une métamorphose s'opéra. Sur scène, elle n'était plus la star de la variété internationale, mais une actrice plongée dans des rôles exigeants, d'une intensité dramatique rare. Dans The Sound of Music, elle incarnait Maria avec une tendresse née de ses propres blessures. Dans Sunset Boulevard, son interprétation de Norma Desmond portait le poids de décennies passées sous les feux cruels de la célébrité. Le public ne voyait pas seulement une performance, il percevait une vérité, une sincérité presque palpable. 68, le scandale qui n'en était pas un. Et pourtant, la carrière de Petula Clarke aurait pu suivre un chemin beaucoup plus linéaire si ce n'était un incident survenu en 1968, à une époque où l'Amérique vivait des tensions raciales explosives. Sur le plateau de son émission spéciale, diffusée en prime time, elle interpréta aux côtés de Harry Belafonte un chant engagé. Portée par l'émotion du moment, elle posa sa main sur son bras, un geste anodin, humain, mais qui déclencha la fureur du sponsor Chrysler. On craignait qu'une femme blanche touchant un homme noir à la télévision ne choque l'audience sudiste et ne nuise aux ventes. Face à cette menace de censure, Clarke tint bon. Elle refusa de couper la scène. L'émission fut diffusée telle quelle, et ce moment devint historique. Mais il eut aussi un prix, une mise à l'écart progressive des plateaux américains, une sanction silencieuse mais bien réelle. Ce jour-là, Petula comprit que la célébrité pouvait basculer sur un simple geste mal interprété. Désormais, elle protégerait son image avec la même rigueur qu'une forteresse. Un mariage, en apparence solide, mais fragilisé. Sa vie conjugale avec Claude Wolff, son mari et manager, fut longtemps perçue comme un modèle de stabilité. Mais là aussi, la réalité était plus nuancée. Dans ses rares confessions, Clarke admit que leur union, bien qu'elle ait duré des décennies, avait perdu sa flamme. En 2013, elle révéla qu'ils ne partageaient plus vraiment leur vie de couple. Wolff s'éteignit en 2024, laissant derrière lui un vide discret mais lourd. Pour Clarke, c'était la fin d'un chapitre où amour, travail et contrôle de carrière s'étaient inextricablement mélangés. Les confessions tardives d'une icône